Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. La conférence nationale des forces vives a fermé ses 30 ans. Hier, samedi 29 février, l'événement a occupé une place de choix dans le débat public. Canal 3 Bénin, bien évidemment, n'est pas resté en marge. Nous remettons d'ailleurs ce matin une couche en donnant la parole à un sachant. Le professeur Ibrahim Salami est notre invité. Il est constitutionnaliste, il est notamment spécialiste des contentieux du droit public, avocat au barreau de Cotonou. Il partagera avec nous son regard sur les 30 ans de la conférence nationale, surtout les forces et faiblesses du modèle démocratique issu des assises du PLM à l'Edjo en 90. Nous analyserons aussi les perspectives auxquelles nous prépare la modification qui vient d'intervenir sur cette loi fondamentale au thème du dialogue politique national. Professeur Salami ou Maître Salami, qu'est-ce que vous préférez? Dieu a fait les deux, je voulais choisir. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous reçois avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. On est de ça, bonjour. Professeur, bonjour. Mon arrivée à Canal 3 Bénin. Ça fait 30 ans, en tout cas, qu'il y a eu la conférence des forces vives de la nation au Bénin. Quel est le regard que vous voyez de façon rapide, le regard que vous jetez rapidement sur ces 30 dernières années? Alors, disons que d'abord je vous remercie de me donner l'occasion de revenir dans cette maison et de prendre part à ce débat public sur les 30 ans de la conférence nationale. 30 ans de la conférence nationale, d'abord la conférence nationale a été d'entrée de jeu la plus belle chose qui nous soit arrivée. Depuis 60 ans que le Bénin est indépendant. La plus belle chose que nous ayons faite ensemble et de façon collective. Et depuis, on n'a pas fait mieux. Et donc, quand on a fait cette chose-là et qu'on n'a pas trouvé les moyens de faire mieux, on doit faire le bilan. Ça nous permet de savoir d'abord d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. D'abord, d'où nous venons. Pour l'apprécier, le parcours qui a été le nôtre. Nous avons trois grandes périodes depuis la cession à l'indépendance. Les premières années, la première grande décennie, 60 à 72, ça a été une période d'instabilité à la fois politique et institutionnelle. Instabilité constitutionnelle. Ce qu'il faut remarquer et dire, c'est que la durée de vie des constitutions à l'époque, c'était d'environ 3 ans. Instabilité, des coups d'État, et on disait que le Bénin était l'enfant malade. Sortant de là, nous sommes rentrés dans une période de dictature où on a eu la stabilité politique et constitutionnelle, mais on n'a pas eu la liberté. C'était un régime sans liberté, mais on a eu la stabilité. Alors, à partir de 90, on va concilier les deux périodes de notre histoire politique. On va concilier les deux périodes en faisant en sorte que nous ayons la stabilité politique et aussi la liberté. Et c'est en cela que ceux qui ont eu le génie de la fabrique de la Constitution de 90 ont tenu compte de notre histoire politique. Ce n'est pas du copier-coller du régime français ni de notre régime. Ils ont puisé dans le génie propre. Pourtant, il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points communs. Avec la Constitution française. Il peut y avoir des ressemblances sur le point des articles. Parce que quand on dit Assemblée nationale, c'est Assemblée nationale. On ne peut pas changer 30 000 mots pour dire la même chose. Mais au-delà de ça, notre régime politique qu'on a adopté en 1990 est très original. Il n'est ni le régime français, ni totalement le régime américain. Il est le régime politique béninois. C'est-à-dire qu'on a puisé dans le génie propre du Bénin. On est parti des manquements, des erreurs, des failles des systèmes antérieurs pour bâtir une constitution à notre taille et à notre mesure. Elle ne peut pas être parfaite. Elle est à la dimension des hommes qui l'ont fabriquée. Aucune œuvre humaine, même constitutionnelle, n'est parfaite. Évidemment, et c'est pour ça qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a toujours besoin de réviser. Mais toujours est-il que cette conférence-là nous a apporté une constitution qui, pour la première fois, a duré aussi longtemps. Je dirais même que faisait partie de notre modèle politique presque l'impossibilité de réviser la Constitution.
ça peut être un défaut comme une qualité. Il y a des pays où on révise trop la Constitution. Et il y a des pays où c'est difficile de réviser la Constitution. Mais quand ça devient impossible de réviser la Constitution, il y a un problème. Donc cette Constitution nous a apporté la stabilité politique et nous a apporté la paix politique. Je vous rappelle que dans ce régime-là, il n'y a pas eu un seul coup d'État réussi. On a parlé de tentatives, mais il n'y a jamais eu de coup d'État réussi. Et donc pourquoi... Oui. Je voudrais vous demander, vous avez magnifié la conférence nationale. Selon vous, est-ce la conférence nationale, la démocratie, la constitution qu'il faut magnifier? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de façon fondamentale? En fait, c'est pour ça que je parle non de la conférence nationale ou de la constitution à part. Je parle du modèle politique béninois. Ce modèle politique béninois, c'est un ensemble. C'est un ensemble de personnages, de lieux, d'actes administratifs, d'actes constitutionnels et de volonté politique, de courage politique, ouais. Et aussi d'une rencontre entre des personnes au bon moment qui ont décidé de l'avenir de ce... Parce que ça aurait pu ne pas marcher en 10 jours de remettre le Bénin sur les rails à la fois démocratiques, économiques, mais aussi sur les rails de la liberté. Et je ne magnifie pas. En fait, quand on connaît le passé du Bénin et qu'on a réussi à avoir ce que nous avons aujourd'hui, il faut en être fier et l'enseigner aux jeunes générations pour qu'ils comprennent que, en fait, quand on parle d'acquis, il n'y a pas d'acquis absolu. La démocratie même n'est pas un acquis éternel. La liberté n'est pas un acquis éternel. Lorsqu'on s'endort sur nos lauriers démocratiques, puis on peut basculer dans une dictature à tout moment. Et donc, ce que je disais, c'est que ce qui a fait le modèle béninois, c'est un ensemble de choses qui ont permis cette alchimie à la fois institutionnelle et politique. Ce qui fait que, pourquoi il n'y a pas de coup d'État? Plutôt, pourquoi il y avait coup d'État avant? Parce qu'il n'y avait pas d'arbitre politique. Il n'y avait pas d'arbitre juridictionnel, d'arbitre du jeu politique. On l'a eu en 90, le juge constitutionnel, qui a pour rôle de pacifier la vie politique et de régler les conflits politiques. Oui. Et donc, ce faisant, nous avons... C'est pour ça que le facteur confiance en nos institutions est très important. Et que, quand je disais qu'il n'y a pas d'acquis définitif, eh bien, rien n'est jamais totalement acquis une fois pour toutes. Vous avez magnifié une constitution qu'on a eue, on la demande de 90, mais ça n'a pas empêché, enfin. C'est parce que c'est ce manque d'analyse, cette appréciation-là qui manque au niveau des acteurs politiques, puisqu'on a eu beaucoup de tentatives de révision. Ça a commencé déjà avec Mathieu Kérékou, ça n'a pas abouti, il est parti. Boniaï aussi a essayé de réviser, etc. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être une autre raison, au-delà peut-être de cet aspect positif que vous soulignez de la Constitution ou quoi? Non, je pense que la Constitution n'ait pas pu être révisée avant, ce n'était pas une mauvaise chose, forcément. Pourquoi les gens voulaient réviser si elle était aussi le bonheur, comme vous le dites? Non, c'est pas parce qu'une Constitution est bonne qu'il ne faut pas la réviser. Il y a des adaptations à faire. Je prends par exemple la question de la Cour des comptes. Tout le monde est d'accord sur le principe qu'il nous faut une Cour des comptes, en tout cas une juridiction financière autonome et indépendante. Et que ça fait 19 ans qu'on veut ça, qu'on n'y arrive pas. Et quelle que soit la qualité d'une constitution, elle n'est pas parfaite, il y a toujours besoin de la réviser. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Et il est toujours important de la mettre au goût du jour. Mais la mettre au goût du jour, ce n'est pas violer les fondamentaux. Ce n'est pas remettre en cause l'esprit de la conférence nationale, le souffle de la démocratie de 1990. On abordera tout à l'heure la révision. On pourra savoir à travers votre regard si on a pu mettre en cause ces fondamentaux-là ou pas. Professeur Salami, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir comme force et faiblesse de ce modèle démocratique issu de la conférence nationale? Je pense que l'une des forces les plus grandes de ce modèle béninois, c'est d'abord les élections régulières, mais aussi l'alternance. Ce n'est pas rien dans notre environnement politique et constitutionnel en Afrique.
Mais je crois que ce qu'on passe souvent sous silence en tant que démonstration de la qualité de notre régime politique, c'est 2016. 2016, élection présidentielle. Le président sortant, avec les moyens qu'il avait, les institutions qu'il avait, a choisi un dauphin. Il l'a soutenu. Il a fait campagne pour lui. Eh bien, ce dauphin a échoué. Et l'opposant politique numéro 1, banni, chassé, est revenu au pays, a conquis le pouvoir présidentiel. C'est pas lié à la grandeur des hommes plutôt qu'à... C'est pas moi, excusez-moi, comme ça, la Constitution. Absolument. Un président d'exercice qui n'a pas pu se faire réélire. Voilà. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que malgré la force des individus, le système tient la route. Le système permet que celui qui est en position de force institutionnellement puisse être battu et qu'il puisse quitter le système et laisser la place à un autre. C'est extraordinaire. Une telle facilité, professeur, pourtant ce ne fut pas de critique de cœur que les uns et les autres ont dû se plier. On a vu en 96 certaines velléités du président sortant. Il n'a pas voulu vraiment laisser le pouvoir. Et même en 2016, il y a eu quand même quelques petits... en tout cas, je ne veux pas prêter des intentions aux gens, mais ça n'a pas été facile. Mais c'est normal, évidemment. La vocation d'un homme politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et quand il conquiert le pouvoir, c'est de le garder le plus longtemps possible. Donc, il est humain et naturel qu'on ne quitte pas le pouvoir de gaieté de cœur. Donc, mais ce qui est important, c'est que le système n'a pas échoué. Le système n'a pas explosé. Et même jusqu'à aujourd'hui, même quand on est contre, quand on a des critiques à adresser au modèle béninois, j'en connais pas un seul homme politique qui vous dira « jetons la constitution de 90 dans la poubelle ». Il n'y en a pas un seul. Et donc, on ne se rend pas compte assez de la façon la plus retentissante avec laquelle 2016 a été une démonstration de la qualité de notre régime politique. Donc l'alternance, c'est ce qui a à retenir de façon... Oui, l'alternance est, sur le plan politique, la chose la plus importante, la plus retentissante pour moi. Au-delà des questions des libertés, au-delà des questions, évidemment, selon laquelle il n'y a pas de démocratie pérenne quand on ne règle pas les questions économiques. Mais on y reviendra. Justement, c'est un débat. J'allais vous relancer, puisque le rendez-vous de 90 était pour relancer 3 chantiers. Vous avez parlé justement de la stabilité politique et institutionnelle. On a parlé aussi de la question de liberté, de droits individuels, mais il y a aussi le volet économique, avec le libéralisme qu'on avait choisi comme option donc économique. Sur ce chantier-là, ma foi, il y a encore des choses qu'on n'a pas pu faire. Oui, mais il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas faire en 30 ans. En fait, le débat consiste à opposer démocratie et développement. Comme si la démocratie exclut le développement, que le développement exclut la démocratie. Je dirais... n'emporte pas l'autre non plus. Voilà, je dirais que c'est trop facile de faire la démocratie sans le développement. C'est trop facile de faire le développement sans la démocratie. Le challenge des hommes politiques, de nos gouvernements, c'est de concilier les deux. Et quand je dis que notre modèle n'est pas connu, c'est qu'il y a beaucoup de discours sur la question, mais on ne sait pas que la question a été réglée dans notre Constitution. Comment? Dans le préambule de la Constitution, page 2, on dit « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promis comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. » J'ai envie de dire qu'on a tout dit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire qu'on ne veut pas la liberté pour la liberté. On veut la liberté, mais la liberté est la condition du développement. La liberté doit être pensée comme le chemin nécessaire pour aller au développement. Et ce développement n'est pas qu'économique, il n'est pas matériel. Ce n'est pas seulement des routes. C'est aussi un développement humain. Expression culturelle, humain. Un développement harmonieux qui fait que l'homme a un être, le citoyen béninois est un être équilibré. Donc, la réponse est déjà là.
on ne doit pas opposer dans notre pays, pour quelqu'un qui a compris notre constitution, notre régime politique, on ne doit pas opposer on a eu beaucoup démocratie. de peine à concilier justement les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que peut-être on est peut-être un peu pressé. Je vous donne l'exemple du Ghana. Le Ghana est une belle démocratie. Et pourtant, ils ont des avancées considérables sur beaucoup de plans. Il faut qu'on arrive à faire ça ici. Il faut exiger de nos gouvernants la capacité à nous offrir la paix et le pain. Mais justement, je donne l'exemple du Ghana, deuxième puissance économique de la CEDEAO. C'est bien joli, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ici, ils ont beau proclamer les pères fondateurs de notre modèle démocratique, tout ce que vous avez lu tout à l'heure, mais ça n'a pas induit le développement. Et les acteurs ne sont pas les mêmes selon qu'on est au Ghana ou au Bénin. C'est vrai, mais on peut vouloir le bien. Comparaison n'est pas raison. Oui, mais on peut. C'est pour faire comprendre que on ne peut pas opposer les deux et que généralement, on donne des exemples européens. Et qu'on peut citer l'exemple du Ghana, vous n'allez pas m'en vouloir. Donc, c'est pour dire que effectivement, il y a des conditions institutionnelles et politiques, mais il faut que les acteurs soient d'envergure telle pour nous permettre de concilier démocratie et développement. D'avoir dit ça dans le préambule de la Constitution pour qu'on considère que les participants à la conférence nationale, les pères fondateurs de notre modèle démocratique ont réglé la question économique. D'ailleurs, différents présidents qui se sont succédés à la tête du pays ont lancé des chantiers économiques, en tout cas ont exprimé une volonté de créer une révolution économique, etc. Il y a même eu des conférences économiques pour essayer de compléter ce qui leur est apparu inachevé dans les travaux de la conférence nationale. Oui, on ne règle pas tous les problèmes de la Constitution. Sinon, il suffisait de prendre une Constitution, de croiser les bras. Il y a la mise en œuvre maintenant. Et cette mise en œuvre, je dois dire que la Constitution prévoit des droits, mais aussi des devoirs. Des droits et des devoirs pour les gouvernants, les droits et les devoirs pour nous autres. Et donc, si nous n'y arrivons pas, c'est un échec collectif. Dans un pays, on considère que c'est le chef de l'État qui doit tout faire. Et que parce qu'on l'a élu, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Et qu'il n'a qu'à faire des routes et tout ça. Et puis nous, on peut continuer à détruire notre environnement. Donc, là aussi, je continue de penser que c'est une œuvre collective. La conférence nationale était une œuvre collective. La poursuite, la vivification et le fait de faire vivre et le mettre en œuvre, c'est une œuvre permanente. Et qu'en 30 ans, on n'a pas fini de tout régler comme la Constitution. Mais qu'est-ce qui vous aura manqué avec cette Constitution de 90? Je veux parler de ses faiblesses. Oui, vous savez, c'était une Constitution, c'est toujours une Constitution qui a voulu régler certains problèmes, mais on a créé d'autres. Vous savez que l'histoire des hommes et des institutions a fait de sorte que des solutions peuvent devenir d'autres problèmes. D'abord, l'histoire politique de ce pays a fait en sorte que le pouvoir exécutif qu'on a mis dans la Constitution béninoise, c'est un pouvoir exécutif impérial. C'est un pouvoir exécutif qui fait du chef de l'État le roi. Il est l'alpha et l'oméga. Tout part de lui. Est-ce que ça n'a pas expliqué aussi la stabilité politique à laquelle on a eu droit? Mais justement, vous me donnez raison. En ce sens que parce qu'on n'avait pas fait ça auparavant, ça avait créé des problèmes. Tout à fait, oui. Et le fait maintenant, on se rend compte que ce qui était une solution est devenu encore un problème. C'est de ça que je vous parle. Et donc, on a un pouvoir exécutif dominant. Et il est encore plus dominant actuellement. Je dis dans mon commentaire de la Constitution, je dis qu'après, aujourd'hui, si le pouvoir exécutif jusque-là était un éléphant, il est aujourd'hui un mammouth. Il est aujourd'hui un mammouth. Et donc, même le candidat Patrice Talon avait dénoncé l'hypertrophie du pouvoir exécutif. Mais le levier sur lequel il va appuyer pour qu'il n'y ait pas hypertrophie n'est pas encore Comment on peut comprendre cette attitude des pères fondateurs de la Constitution qui ont vu quand même cette période d'errance qu'on nous avons connue pendant, je dois dire, les années qui ont précédé 90 et qui ont vu quand même que le peuple a été quelque part marginalisé, mis de côté, etc. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils confient autant de pouvoir à un seul individu alors même qu'ils ont pensé à créer justement l'Assemblée nationale? En fait, le dispositif était le suivant.
nous sommes dans un régime présidentiel. Le pouvoir exécutif est naturellement fort. Mais en face, on lui met un parlement fort. Et on lui met une cour constitutionnelle forte. De façon à ce que, dans sa force, il rencontre d'autres pouvoirs qui limitent son expansion. Le problème, c'est que dans la désignation des deux autres pouvoirs qui sont des contre-pouvoirs, le pouvoir exécutif intervient. Vous me direz, c'est de bonne guerre, on est en politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Et donc, dans ces conditions, le pouvoir législatif et la Cour constitutionnelle peuvent être affaiblis. Et quand ils sont affaiblis et qu'ils ne sont pas assez virils par rapport devant le chef de l'État, eh bien, le chef de l'État déroule son programme et pratiquement rien ne l'arrête. C'est ça la difficulté. Cour constitutionnelle forte, vous avez dit, et pourtant, le constituant de 90 a prévu que les membres, le président de cette institution soit nommé par le président de la République. Non. Vraiment la question de Tanguy demeure. Non, dans notre constitution, ce n'est pas le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, ça avait été bien pensé. Ça avait été bien pensé parce qu'on avait une Assemblée nationale élue au scrutin proportionnel. Dans un pays où il y a multipartisme intégral. Ça veut dire que les forces vont être émiettées au niveau de l'Assemblée pour qu'il n'y ait pas un seul parti qui domine l'Assemblée nationale. Et donc, à l'intérieur de ce Parlement, le bureau qui doit refléter la configuration politique du Parlement, eh bien, est un bureau éclaté, on va dire, où il y a différentes tendances. C'est ce bureau qui désigne une partie des membres de la Cour constitutionnelle et l'autre partie par le chef de l'État. Et donc, la part qui est confiée au Parlement, au bureau du Parlement, est 4. La part qui est confiée au président de la République, c'est 3. Alors, par une alchimie politique, il peut arriver que ceux qui sont élus qui sont nommés par le chef de l'État aient le soutien de ceux qui sont nommés par l'Assemblée nationale et ils contrôlent. Cette alchimie a prévalu depuis 1990. Voilà. Tous les présidents qui sont passés ont eu le contrôle de ce levier important que constitue là. Non. Ce n'était pas le cas de la première Cour constitutionnelle sous ce Oui, avec... Donc, non. Donc, en fait, le contexte aussi joue. Et puis, ce dont il faut se rendre compte, c'est que un système fort, on peut aussi exploiter ses failles en fonction de la connaissance qu'on a du système. Et quand vous regardez le régime politique actuellement, les acteurs politiques arrivent à exploiter les failles du système. Sinon, on n'aurait jamais pu avoir une Assemblée nationale sans opposition. Ce n'est pas l'esprit de la conférence nationale, ce n'est pas l'esprit du régime politique béninois, du modèle béninois qui veut qu'on ait un Parlement sans opposition. Les faiblesses de ce modèle démocratique doivent être, me semble-t-il, plus importantes, plus nombreuses que les forces. Puisqu'à un moment donné, l'envie de révision est devenue vraiment au point où, c'est vrai, même si à la fin on n'arrive jamais à passer à l'acte, quelles sont les autres faiblesses selon vous, au-delà de ce que vous venez de dire? Vous parlez d'envie de réviser, vous ne parlez pas d'envie de changer de constitution. C'est très important. Ça veut dire qu'on admet que le modèle lui-même est bon pour beaucoup d'aspects et que pour d'autres, évidemment, il n'y a aucune constitution au monde qui soit totalement parfaite. Encore que ce que moi, constitutionnaliste, théoricien, non politique, va considérer comme faille, peut être considéré comme une qualité pour des politiques. Or, la Constitution est un document éminemment politique. Et donc, qu'il y ait volonté de réviser ne signifie pas que le modèle est mauvais. Alors, on a choisi donc de réviser. On en est arrivé là. Je crois que le 1er novembre 2019, finalement, devrait-on dire, les hommes politiques ils sont arrivés. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Quel est le premier qui vous saute à l'œil tout de suite et qui vous semble un changement majeur concernant justement ce test-là? La révision du 1er novembre 2019, je dirais que s'il y a une seule réforme
à citer, c'est celle du vice-président de la République. C'est à la fois la star et l'énigme de cette révision. La star parce que nous sommes dans un régime présidentiel. On a choisi un régime où le chef de l'État est seul capitaine à bord. Mais on lui a trouvé un vice-président. Le système est le suivant. Jusqu'en 2021, il n'y a pas de vice-président. Et s'il devait avoir intérim, ce serait le président de l'Assemblée nationale. À partir de 2021, on ne doit plus parler de l'élection présidentielle, on doit parler des élections présidentielles parce qu'il y en a 2 au moins qui sont élus. Et les 2 seront élus sous forme de tickets. Et les 2 doivent remplir les conditions pour aller à l'élection présidentielle. Mais une fois élu, il n'y en a qu'un seul qui prête serment. L'autre s'efface. Jusqu'à ce que malheur arrive. La mort, etc. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le vice-président, il va assurer l'intérim jusqu'à la fin du mandat, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle. Est-ce qu'on n'a pas trahi justement l'esprit de 1990 qui voudrait d'abord que le président soit fort, seul capitaine à bord, et deuxièmement, qu'il y ait quand même, si l'occasion se présentait, qui est le président de l'Assemblée nationale qui prenne le relais? Je ne crois pas qu'on peut parler de trahison de l'esprit de la Constitution ou de la Conférence nationale. Le chef de l'État, même avec un vice-président, reste le seul à bord, le seul capitaine. La preuve, c'est que le vice-président ne prête pas serment, il n'a pas de pouvoir. En fait, là aussi, c'est une histoire que nous sommes en train de rattraper. En fait, dans la première décennie des régimes politiques béninois, il y a eu beaucoup de conflits entre le président, le vice-président, le premier et le numéro 2. Où on s'est dit, bon, on va s'entendre pour partager justement. Et qu'on a compris que en partageant le pouvoir exécutif, on crée des crises. Et donc, pour éviter que les démons du passé ne reviennent, je me mets dans la pensée de ceux qui ont révisé. Il faut faire en sorte que, même si on veut avoir un vice-président qui ne dispute pas le pouvoir, qui ne se permettent pas de partager le pouvoir. On a même fait en sorte qu'ils ne soient même pas membres du gouvernement. Et le paradoxe, c'est que pour l'éloigner complètement, on l'envoie à la grande chancellerie pour inaugurer les chrysanthèmes. Et on fait de lui celui qui peut, si le chef de l'État veut, le représenter à l'intérieur ou à l'extérieur pour lancer les conférences, etc. Et donc, le paradoxe, c'est ça. Voilà un élu. D'abord, on ne dira plus l'élu de la nation. On dira les élus de la nation. Ils sont 2 maintenant. Oui. Je me souviens du débat avec le président Soglo dans les années 90, quand il se faisait charité par les députés. Il dit, vous êtes les élus. Moi, je suis l'élu de la nation. Et donc, maintenant, il y a 2 élus de la nation, mais il n'y a qu'un seul qui gouverne. Il n'y en a qu'un seul qui gouverne et qui décide. Et puis, l'autre paradoxe, c'est que ce vice-président qui n'a pas de pouvoir, il a été conçu pour ne pas avoir de pouvoir, pour ne pas exercer de pouvoir. Mais, qu'on le veuille ou non, un vice-président, en fonction de son charisme, de son équation personnelle, peut exercer une magistrature d'influence. Parce que c'est virtuellement un président. Et donc, il va bénéficier de la part de la classe politique d'un respect qu'on pourrait accorder au successeur de celui qui est là actuellement. Et donc, nous avons... C'est vraiment la star de cette révision de la Constitution. Oui. Qu'on apprécie aussi les circonstances de cette révision de la Constitution avant de parler du contenu, puisque je lis dans votre bouquin, vous avez fait un commentaire de la Constitution révisée, où vous dites que, professeur, je vous dis quelque chose que je trouve assez stupéfiant, vous dites que la meilleure sécurité possible pour une entreprise de révision, c'est le Parlement sans opposition, sans résistance, qui est là en ce moment. C'est une boutade. Non, ce que je veux dire... Non, je le dis, je l'assume. Ce que je veux dire par là, c'était une boutade. En fait, quand les tentatives de révision échouent, je suppose qu'il y a des officines politiques et constitutionnelles dans lesquelles on fait le bilan en identifiant les obstacles à la révision. Et moi, constitutionnaliste, j'identifie comme étant
l'un des obstacles majeurs à la révision. La diversité des opinions et des positions. Non. Le fait qu'il n'y ait pas de majorité qualifiée au Parlement pour réviser la Constitution. Puisque le Parlement était devenu le mouroir des révisions de la Constitution. Donc, un homme politique qui veut réviser doit d'abord contrôler le Parlement. Et puis, vous savez, il a suffi d'une petite majorité d'à peine 20 députés pour bloquer. Tout ça. Et donc, un homme politique qui veut réviser pense à débloquer les obstacles au niveau du Parlement. Je suis allé plus loin en disant que même la Cour constitutionnelle aurait pu être un obstacle. Mais là aussi, les pouvoirs politiques prennent leurs précautions pour qu'en déroulant leur programme de révision de la Constitution, qu'il n'y ait pas d'obstacle sur leur chemin. C'est de ça que je parle. Je vois. Ok. Je ne dis pas qu'il faut éliminer toute opposition dans tout Parlement. Alors, selon vous, cette révision de la Constitution de 90 est-elle à la hauteur de l'idéal porté par le modèle démocratique mis en place par les pères fondateurs de la Constitution de 90? Alors, je dis que dans ma Constitution commentée d'ailleurs que nous sommes une grande nation démocratique, en tout cas en Afrique. Nous sommes une nation dans laquelle nous avons des forces intellectuelles pour donner le meilleur dans tous les domaines à notre pays. Et je considère que quand on s'en tient aux différentes réflexions qui ont été faites dans ce pays, aux différentes commissions constitutionnelles qui ont réfléchi, qui ont proposé des modifications, je pense qu'on était en deçà. On était en deçà de ce qu'on pouvait attendre de la qualité de notre modèle démocratique. Et je pense que si on est en deçà, c'est parce que le contexte dans lequel la révision a été faite n'a pas permis de mutualiser, d'ouvrir, de débattre et de trouver les bonnes recettes. Est-ce que ce n'était pas aussi l'autre obstacle, justement, le débat? Voilà. Qui coince aussi, justement, les projets de révision de la Constitution. Oui, voilà, vous me rejoignez parce qu'en ce sens que j'ai l'impression que le pouvoir constitutionnel dérivé était devenu échaudé. Et que, à force, quand on lance une révision de la Constitution, vous voyez la société civile, les ONG, les agrégés qui se mangent le nez, qui ne s'entendent jamais sur rien, mais ça participe de la qualité de notre modèle démocratique. Vous devrez être frustré en tant que technicien de la chose, que vous proposiez, c'est pas moi, des pièces qu'on n'en tienne pas compte et qu'on monte comme ça la voiture et que vous soyez surpris justement de son architecture finale. En fait, on fait des propositions, mais le politique n'est pas obligé de respecter, de suivre ça. C'est le politique qui est aux manettes. On peut faire les plus belles propositions, les plus belles théories, mais c'est le politique. Et d'ailleurs, vous regardez, le processus qui a conduit à la révision était un processus politique. On a voulu que ce soit un parcours politique, dialogue politique ou national, je ne sais plus le nom. Dialogue politique national. Les mots ont un sens. Et on a invité ensuite les partis politiques, et ensuite les députés et quelques experts. Et puis, c'est allé au Parlement, 10 députés ont pris la balle au bon et la révision est venue en procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Et donc, je pense que tout cela dit, la révision est là. Un constitutionnaliste n'a pas à s'égosiller sur le fait qu'on a révisé ou pas. On en prend acte, on analyse. On n'a pas à boycotter une révision, on l'analyse. On en dit du bien, on en dit du mal. Comment appréciez-vous la démarche d'un président de la République qui est plutôt partisan de la réduction des pouvoirs exorbitants du président de la République, mais qui, à la fin, est à l'initiative d'une révision qui renforce ces pouvoirs-là, justement? Bon, je fais la démonstration dans mon ouvrage que beaucoup d'institutions, la Cour constitutionnelle, le Parlement, la Cour suprême, ont perdu quelques compétences. Et que le seul pouvoir, la seule institution qui n'en est pas perdu, c'est le chef de l'État. Au contraire, on a gagné d'ailleurs. Et on a gagné. Et donc, j'en tire la conclusion que le pouvoir exécutif est de plus en plus exorbitant. Alors, je réponds à votre question autant que je puisse. Je pense que le candidat était de bonne foi. Je pense que le candidat Patrice Talon
étaient sans doute de bonne foi. Et qu'arrivant au pouvoir, les réalités du pouvoir l'ont rattrapé. Et il ne vous a pas échappé que, en fait, une constitution s'analyse par ce qui est écrit, mais aussi par son silence. Un des silences de cette révision de la Constitution, c'est le fait qu'on a touché au mandat, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais on n'a pas établi le mandat unique. Or, on avait la majorité pour établir le mandat unique. Ça veut dire que là aussi, le chef de l'État a pour l'instant changé d'avis ou a trouvé que ce n'est pas le bon moment. Et quand vous l'avez écouté, quand il était aux États-Unis, il a remis la question sur le tapis en disant le renouvellement de mandat a un côté nocif que lui n'approuve pas. Et donc, il n'est pas exclu qu'on y revienne peut-être. Mandat suivant, on verra si la question va revenir sur le tapis. Parlons de l'aliment des mandats. On revient, André Dossa, si vous voulez bien, dans le fond. L'aliment des mandats. Ça fait partie aussi des raisons évoquées pour justifier justement cette révision de la Constitution. Avait-on besoin d'organiser, je dois dire, cette superposition-là? En fait, quand on s'en tient à l'esprit de la Constitution de 90, il y a une modification de cet esprit. La question avait été débattue à la conférence nationale et après, dans le processus de rédaction de la Constitution, de la durée des mandats. Et il y avait des partisans du mandat de 5 ans pour les parlementaires. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu parce qu'on se disait que si on a un exécutif fort et qu'on a un parlement de 5 ans, s'il arrive que les deux soient élus la même année, il y a de fortes chances que le Parlement soit contrôlé par le chef de l'État. Et donc, ça va renforcer le présidentialisme du régime présidentiel. Et donc, c'est pour ça, pour éviter cette concordance des majorités, qu'on a retenu 4 ans, pour que les deux mandats ne se rencontrent pas. Mais les deux mandats peuvent se rencontrer au bout de 20 ans. C'est-à-dire l'un 4 fois 5 et l'autre 5 fois 4. Et donc, tous les 20 ans, on pourrait arriver à cela, mais ce serait exceptionnel, une fois tous les 20 ans. Mais maintenant, on a fait en sorte que les deux soient alliés. On verra l'expérience. Il y a un décalage de date pour la tenue des organisations. Oui, est-ce que ça devrait avoir une influence outre mesure sur... Si. Quand on fait l'élection, les deux élections la même année, ça a toujours une influence dans le sens ou dans un autre, évidemment. Ouais. Selon vous, à la fin, quand on résume, quelles sont les perspectives, quel est le Bénin que prépare cette modification de la Constitution? Je pense d'abord que cette révision de la Constitution vient après une expérience d'épreuve démocratique. Les élections législatives ont éprouvé la démocratie béninoise. Les élections législatives ont exercé une violence démocratique. Je dirais, il faut assumer qu'il s'agit d'un recul. Même ceux qui en bénéficient ne peuvent pas dire que c'est une avancée démocratique. Et la révision qui intervient après ne doit pas être analysée de façon isolée. La révision doit être analysée avec, si j'ose dire, un ensemble de réformes qui sont faites. Ce que j'appelle le kit de réforme, le kit constitutionnel, le kit législatif, qui est en train de, j'ai l'impression, c'est mon analyse, qu'à travers toutes ces réformes, les gouvernants sont convaincus qu'il faut corriger notre démocratie, qu'il faut rectifier notre démocratie. Et cette rectification et cette correction doit être minutieuse. Doit être minutieuse pour que ce modèle-là ne soit pas plus éprouvé qu'elle ne l'est. Je pense que... Et c'est là où justement le débat démocratie, développement, oui, démocratie. Je dirais qu'après ce qui s'est passé en 2000, après les élections législatives... De 2019. La révision, à mon sens, devait rassurer davantage. Pourquoi je dis ça? Voilà un Parlement sans opposition. On aurait pu espérer que dans cette révision, qu'on affine davantage la nécessité pour notre démocratie que l'opposition, les droits de l'opposition soient mieux garantis. On aurait pu imaginer, fiction constitutionnelle, que dans cette constitution, dans cette révision,
qu'on prévoit qu'il n'y ait pas d'élection, par exemple, sans opposition. Mais, attention. Il y a un danger. Oui, il y a toujours un danger. Ouais. Le danger, c'est que quand vous mettez ça dans une constitution, vous gravez une affaire comme ça dans le marbre. Il y a un piège. Quand vous avez affaire à une opposition... Capricieuse. Enfin, en griffe. Qui peut être irresponsable. Je ne dis pas que l'actuel l'est, mais une opposition peut être capricieuse ou irresponsable. Elle peut dire, mais de toute façon, comme on ne peut pas aller aux élections sans moi, décide de ne pas y aller. Et on monte les enchères. Et on monte les enchères jusqu'à ce qu'il y ait une situation de blocage. Tout ça pour vous dire que la chose constitutionnelle n'est pas une chose si évidente et si simple que ça. Tout ça pour dire que la meilleure recette constitutionnelle ne peut nous sortir des situations difficiles que si les acteurs eux-mêmes sont de bonne foi. La démocratie, c'est une affaire de gens de bonne foi. Et si la classe politique n'est pas toujours de bonne foi, de la mouvance comme de l'opposition, on n'est pas sûr de sortir de l'auberge. À l'initiative de révision de la Constitution, on a attelé beaucoup d'autres initiatives de réforme, notamment la réforme du système partisan. Nous sommes partis de plus de 200 partis politiques au Bénin à aujourd'hui une douzaine. Tout ça procède-t-il normalement selon vous? Comment vous appréciez la situation? En fait, si vous avez écouté le président de la République dans sa dernière sortie médiatique, il disait justement, et il a raison, que la réforme du système partisan n'a pas tué le multipartisme. Intégral. Intégral. Oui. N'a pas tué le multipartisme intégral. Comment? Quand on sait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de créer un parti politique, est-ce que d'une manière ou d'une autre, on n'a pas restreint... Oui, il y a eu restriction. Évidemment, il y a eu restriction. Je dirais même qu'il y a eu mort d'une partie de la classe politique béninoise. Je dirais même que si on s'était endormi depuis 2016 et qu'on se réveille aujourd'hui, on se demanderait si c'était le même Bénin, avec le bouillonnement des partis politiques qui sont réduits aujourd'hui à 12. Mais 12, ce n'est pas petit. Et il y en a qui vont encore mourir. Il y en a d'autres qui vont vivre. C'est la vie naturelle la vie politique des partis politiques. Alors, donc, le multipartisme n'est pas mort. Moi, je suis heureux que le chef de l'État le dise. Pourquoi? Parce que c'était l'un des éléments clés du modèle politique béninois. On avait voulu que, parce qu'on est sorti d'un régime de parti unique ou d'un régime de parti dominant, on a voulu qu'il y ait émiettement de la classe politique. On a voulu exprès. Pourquoi? Pour que les forces soient émiettées et que les forces puissent arrêter les forces, que les pouvoirs puissent arrêter les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le chef de l'État, quand il va négocier avec les parlementaires, il est obligé de négocier avec plusieurs chefs de partis politiques. Je suppose que c'est embêtant pour le chef de l'État qui n'a pas que ça à faire. Mais c'était l'esprit de la conférence nationale. C'était l'un des éléments clés de notre modèle politique. Et donc, aujourd'hui, malgré toutes les restrictions, on en a 12. Ce n'est pas petit. On est toujours donc resté dans l'esprit. On est, à mon avis, resté dans l'esprit d'un multipartisme intégral restreint, si vous voulez. Nous sommes en train d'aller aux élections. Nous sommes en plein processus électoral pour le renouvellement des élus locaux, les conseillers municipaux et communaux, pardon. Professeur, ça va être un scrutin ouvert, un scrutin inclusif. Après, justement, l'organisation d'élections législatives exclues, comment vous analysez l'état des lieux, enfin, les préparatifs de ce scrutin? Je vous remercie. Mais deux mots. Je voudrais revenir sur l'une des réformes clés aussi de cette révision, c'est le parrainage. Le parrainage présidentiel. Alors, le parrainage présidentiel, ça a un avantage, ça peut avoir des inconvénients. L'avantage, c'est de mettre à côté des candidats Facebook, des candidats de la Gani, des candidats Halloween, qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Ça permet de limiter le nombre de candidatures, mais cette limitation peut être excessive. Je dirais même qu'en dehors du contexte actuel, le fait que les 83 députés soient du même bord politique, ce qui diminue déjà la marge de manœuvre des autres acteurs, même cette situation est conjoncturelle.
elle ne sera pas éternellement comme ça, mais après, on aura une classe politique beaucoup plus ouverte. Et le parrainage peut conduire à une corruption à une plus grande échelle. Nous savons, c'est un secret de polichinelle, que la classe politique le dit et revendique qu'il y a corruption. Et donc, quand, à un moment où il va falloir aller, on parle du mercato, c'est ça, mercato politique, combien va coûter un député? Oui, mais ce sera face à moins de partis politiques qu'hier. Non, ce n'est pas les partis politiques, justement. C'est des députés. C'est des maires pris individuellement. Ils forment le collège. Est-ce que justement les maires pourront agir institut personnel ou s'en référer justement à la décision justement de leur parti politique? Vous savez très bien qu'on est au Bénin et que vous savez bien qu'on est au Bénin et que ces affaires-là, on n'est pas encore en 2021, en 2026. Il y en a qui ne sont pas encore élus, mais qui se délectent d'être à loi. Quand même, vous savez très bien. Vraiment. Donc, c'est le marché. Donc, il faudra se poser la question de savoir si le parrainage ne sera pas un autre moyen de corruption plus avancé de la démocratie béninoise. J'en viens maintenant à votre question sur l'actualité électorale. Pour dire que nous sommes en train, après les législatives difficiles, que c'est un euphémisme, étendu que nous avons eu, nous sommes en train d'avoir des élections ouvertes, un peu plus ouvertes en tout cas. Un peu plus ouvertes, et quand on regarde tout ce qui se passe entre le quitus fiscal gratuit, entre les récépissés, les aides de... On se demande si c'est le même Bénin. On se demande si c'est le même Bénin de 2019 pour les législatives où tout était coincé et maintenant où tout est plutôt ouvert. Et il faut saluer cela parce que ça montre que nous sommes capables de faire des élections encore plus ouvertes. Ça montre une deuxième chose, c'est que au-delà des tests, au-delà des réformes, la façon dont nous portons ces réformes ont une incidence positive ou négative sur le résultat qu'on peut avoir de ces réformes-là. Est-ce que ce n'est pas aussi la traduction que les tests qu'on s'est imposés étaient aussi difficiles? Oui, mais j'ai l'impression que c'est fait exprès. Les tests ont été faits exprès pour qu'il y ait moins de partis politiques, pour qu'il y ait moins de partis reconnus et pour qu'il y ait moins d'animateurs de la vie politique. Et donc aujourd'hui, qu'on en soit arrivé à 12 partis, on ne peut que s'en réjouir et espérer que la situation que nous traversons est une situation conjoncturelle et que les institutions vont reprendre leur jeu normal. La réforme aujourd'hui opérée qui change les habitudes, les pratiques, est-ce que vous pensez que c'est dans les corps de l'acteur politique béninois, du personnel politique béninois? Je pense que même au-delà des réformes politiques, il y a une ou deux choses qui a changé au Bénin de 2020. C'est la peur. La peur de l'argent public. Et qu'on le veuille ou non, la criette a été et est un instrument de police pénale. Je dirais que les gens ont plus peur de toucher à l'argent public. Et moi, j'ai eu des expériences heureuses à la criette. D'autres ont eu des expériences malheureuses à la criette en tant qu'avocat. Mais je trouve que c'est une institution qui est en train d'occuper sa place dans le paysage politique, dans le paysage institutionnel béninois. Et que la correction qui a été apportée maintenant, on l'a dit dès le départ, que c'était nécessaire d'avoir une juridiction qui garantisse les droits de la défense. Si des efforts sont faits dans ce sens, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, quand on regarde tout ce tableau-là, nous sommes progressivement en train de corriger cette démocratie. Nous sommes peut-être aussi en train de changer de système. Un système beaucoup plus axé sur rapport de force politique.
Je dis que nous sommes dans une démocratie des plus forts, du plus fort. En ce sens que, regardez le parcours du combattant pour déposer les candidatures pour les élections locales, les élections communales. C'est extraordinaire, le nombre de plus de 5000... 3650 ou 3000 dossiers. C'est extraordinaire. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de partis politiques au Bénin. Je vous demandais, est-ce que vraiment, quand vous voyez un peu le profil du politique béninois avec ses exigences nouvelles, véritablement, est-ce qu'ils s'en sont à votre avis? C'est pas sûr. Je me demande si on aura plus de 4 partis politiques capables de présenter des candidatures à toutes les exigences. Surtout que, à une décision de la Cour suprême, a remis la Sénat sur les rails de la légalité en rendant obligatoire le fait de présenter des candidatures, des titulaires et des suppléants dans toutes les circonscriptions béninoises. Si on a, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir plus de 4 partis politiques capables d'aller... Ce qui est regrettable à mon avis, parce que là, c'est les élections locales. Les élections locales, les élections de proximité, mais évidemment... Justement, par rapport à ça, professeur Salami, c'est quoi cette affaire de 10% pour justement des élections de proximité? Cette affaire de 10%, c'est une affaire prévue par le législateur béninois. Et je pense que l'objectif, c'est toujours d'avoir des partis d'envergure nationale. Mais c'est sans doute aussi la volonté d'avoir des partis qui ont une certaine assise sur le plan national, mais aussi assise financière, assise en matière de ressources humaines, assise en matière financière. Et le paradoxe, c'est qu'il faut avoir des résultats au plan national avant de prétendre au partage des sièges au niveau local. Et donc, cette condition fausse la base locale des élections communales. Les élections communales ne peuvent plus être considérées sur cette base-là, des 10% nationales, comme des élections de proximité ou des élections locales. C'est-à-dire que vous allez avoir des conseillers qui ne sont pas en bonne position, bien élus dans leur localité, mais parce que leur parti a eu des suffrages importants au niveau national, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui s'imposent au local. Je pense qu'il y a une question de démocratie locale et d'affaires locales qui a été faussée dans cette réforme. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. On aurait tellement voulu continuer. Hélas, la télévision, c'est aussi la gestion du temps. Professeur Salami, on va quand même vous laisser quelques secondes pour votre mot de la fin. Je pense que la démocratie béninoise, le modèle politique béninois, la constitution béninoise, 30 ans après, est à la croisée des chemins. Va-t-elle sortir amoindrie, rachitique? Notre constitution va-t-elle attraper le coronavirus? Ou va-t-elle échapper à ce virus? Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste en disant que parce que nous avons une bonne constitution, parce que cette constitution correspond le mieux à notre histoire politique et constitutionnelle, que ce que nous traversons est conjoncturel, que le Parlement sans opposition, c'est conjoncturel, que l'animation de la vie publique dans un pays où on débat de moins en moins, c'est conjoncturel, et que les réformes, quelles qu'elles soient, je souhaite qu'elles participent à la consolidation de la démocratie pour qu'on vive longtemps et longtemps le modèle démocratique béninois. Maître Ibrahim Salami, professeur constitutionnaliste, merci d'être passé sur ce plateau. Merci Tanguy Agoy, m'avoir accompagné. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments sur Canal 3 Bénin. Au revoir.